de Kubernetes, mais pas que, parce que comme vous le voyez dans le titre, Kubernetes n'est pas forcément la solution adaptée à tous les besoins d'hébergement d'applications sous forme de conteneurs. Donc l'objectif de cette présentation, c'est de voir les solutions alternatives dans Azure. Et je ferai des parallèles également avec AWS pour ceux qui sont plus à l'aise avec AWS. Donc je m'appelle Thomas Ranou, je suis architecte cloud et MVP Azure. Je coupe ma caméra et on est parti. Alors on va quand même parler très très rapidement de Kubernetes, juste pour rappeler que c'est la plateforme privilégiée aujourd'hui pour héberger nos applications conteneurisées, puisque Kubernetes, ça répond à un réel besoin d'orchestration de conteneurs. Pourquoi? Parce qu'avec Docker, lorsque nous avons besoin de manipuler plusieurs applications, plusieurs conteneurs, c'est compliqué de gérer le cycle de vie, la montée en charge, donc le scaling automatique. Et lorsqu'on a des applications diverses qui communiquent entre elles, ça peut vite être très compliqué à administrer. Du coup, pour ce besoin, Google a créé initialement Kubernetes qui permet de gérer nativement le déploiement, la réplication de conteneurs, garantir la haute disponibilité et détecter des problèmes au sein du cluster pour pouvoir relancer automatiquement les applications, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est la genèse de Kubernetes. Ce qui se passe actuellement avec les cloud providers, c'est qu'ils proposent quasiment tous en fait une solution managée Kubernetes, où en fait on n'a pas besoin de se soucier du déploiement de son master Kubernetes. On est uniquement nous, clients du cloud provider, on est uniquement en charge des nodes. Donc les nodes, ce sont les machines virtuelles qui vont héberger nos applications conteneurisées. Donc ça, c'est un gros avantage des solutions Kubernetes managées, c'est de ne pas avoir à gérer ce master, puisque c'est le composant central de son cluster, et c'est relativement pas simple à manager. Donc, chaque cloud provider a sa solution Kubernetes managée. Donc, avec Azure, c'est AKS. Côté Amazon, c'est EKS. Voilà. Et GCP a également sa solution, bien sûr. Donc, avec AKS, on a à notre disposition assez facilement un cluster Kubernetes sans, comme je le disais, toute la complexité de déploiement du cluster. On a une scalabilité à grande échelle, puisqu'on est dans le cloud. Donc, si vous avez besoin de 50, 60, 100 machines virtuelles pour votre cluster, eh bien vous les aurez, il n'y a pas de problème là-dessus. La facture sera, en revanche, forcément en conséquence à la fin du mois, mais en théorie, vous pouvez disposer des ressources dont vous avez besoin. Il y a des limites, bien sûr, mais elles répondent quand même dans une grande majorité des cas. Ce qui est très intéressant également avec cette solution managée, c'est que vous disposez forcément d'une intégration avec d'autres composants Azure. Donc, pour le monitoring, par exemple, vous pourrez très facilement connecter Azure Monitor à votre cluster. Voilà, ça peut être une solution intéressante si vous ne voulez pas forcément vous lancer dans le déploiement d'un Prometheus ou d'un Grafana. Pareil, au niveau gestion des identités, vous pourrez en une simple commande brancher un Azure Active Directory sur votre cluster. Donc ça, c'est les deux solutions qui sont de très bons exemples d'intégration de services avec AKS. La tarification d'un cluster Kubernetes dans Azure, elle est liée aux nodes. Donc, elle est liée à vos machines virtuelles. Vous ne payez pas pour le master, qui est géré par Azure. Vous payez uniquement les machines virtuelles qui font partie de votre cluster. Donc, c'est les composants ici en orange. Et la tarification de ces machines virtuelles est identique
à une VM tout à fait standard dans Azure. C'est le même type de composant. Voilà. Si vous voulez vous lancer sur le déploiement d'un cluster AKS, déployer une application, configurer la scalabilité, l'intégration avec Azure Monitor, par exemple, je vous ai mis un lien vers un petit workshop que j'ai écrit qui détaille toute la procédure pour la mise en place de son composant. Voilà. Alors, le problème de Kubernetes, que ce soit un service managé ou non, eh bien, c'est quand même qu'il répond à un besoin assez spécifique au regard des difficultés qu'il apporte. Donc, pour moi, cette solution, elle est à privilégier lorsque vous avez besoin de déployer un certain nombre d'applications conteneurisées. Hein, on peut convenir d'une dizaine, ça commence à être intéressant. Si vous avez des besoins applicatifs, donc en termes de langage, en termes de framework à utiliser, qui sont variés, ça peut être également intéressant d'avoir une plateforme comme Kubernetes pour s'abstraire du langage de programmation, puisque votre application est conteneurisée. Si vous avez un besoin de scalabilité, un besoin de flexibilité au niveau des ressources qui sont utilisées pour votre cluster, pour vos applications, ça peut être intéressant de partir sur un cluster kube. Si vous avez un très fort besoin de haute disponibilité, donc au niveau redondance des services, au niveau résilience de la plateforme et des applications qu'elle héberge, ça peut être intéressant de partir sur un cluster Kubernetes. Si vous avez également besoin d'être agnostique de la plateforme, c'est en théorie, j'insiste sur le en théorie, un bon choix, puisque si vous déployez votre cluster dans Azure ou dans AWS, vous aurez forcément des adhérences quelque part avec le cloud provider, sauf si vous utilisez vraiment tous les mécanismes Kubernetes de base et que, par exemple, vous n'utilisez pas de volume de type disque Azure, ce genre de choses. Sinon, vous avez forcément une adhérence avec le cloud provider. Donc, on peut être agnostique de la plateforme, mais ça demande quand même un effort et une attention particulière. Si vous avez un fort besoin de déploiement continu, de montée de version en continu de votre application, ça peut être également intéressant d'utiliser un cluster kube. Pourquoi? Puisque grâce au mécanisme des rolling updates, vos déploiements vont rester actifs pendant la montée de version. C'est-à-dire que si vous avez 5 conteneurs de votre application exécutés sur le cluster, la montée de version va se faire conteneur par conteneur. Voilà. Ils vont être progressivement supprimés et pour chaque suppression de conteneur, celui-ci va être remplacé par un conteneur sur la nouvelle version de votre application. Donc là, je parle de conteneur, mais au sein de Kubernetes, vos applications sont déployées dans ce qu'on appelle des pods. Voilà. Donc on a un rolling update sur ces pods. Donc ça, c'est les besoins qui sont pour moi compatibles avec le déploiement d'un cluster Kubernetes. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est un produit qui a été conçu à la base par Google pour les besoins de Google. Donc, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire qu'on n'a pas tous besoin de déployer en production un Gmail ou un calendar qui va tourner sur des milliers d'instances. Donc, il faut toujours bien avoir en tête les capacités de la plateforme par rapport à nos besoins à nous. Est-ce que l'effort de mise en œuvre d'un cluster Kubernetes vaut le coup au final? Et bien souvent, on se rend compte quand même que cette mise en œuvre, elle va être complexe, notamment au niveau sécurité, au niveau réseau, par rapport aux avantages de la plateforme. Donc ici, j'ai listé un certain nombre de points d'attention lorsque vous devez déployer un cluster Kubernetes. Et il y a un certain nombre d'éléments qui sont loin d'être triviaux, notamment, comme je le disais
disais, au niveau sécurité, où vous allez devoir configurer une gestion des identités ainsi que les droits associés à ces identités grâce à Airbag. Il faudra bien faire attention à ce point-là. Configurer des network policy, par exemple, pour empêcher certains pods de communiquer entre eux. Et au niveau réseau également, ça peut être assez complexe au niveau VNet, Subnet, IP attribué aux nodes et aux pods, la gestion du TLS, ce genre de choses. Donc ça, c'est au niveau infrastructure. Et au niveau déploiement également, applicatif, il va y avoir un certain nombre de points d'attention liés par exemple à la gestion des secrets, la gestion des certificats, la gestion des identités des pods pour savoir avec quel type de composants ils peuvent communiquer. Vos images Docker, bien sûr, en tant que telles, il faudra également les sécuriser pour empêcher par exemple une élévation de privilèges ou ce genre de choses. Je vous ai mis plusieurs liens ici dans la slide. Alors le premier, c'est un lien qui recense justement des mauvaises expériences, quelque part, d'entreprise avec Kubernetes. Alors pourquoi ce lien est intéressant? C'est pas pour voir les mésaventures des autres, mais souvent, c'est pas souvent, c'est toujours, ils présentent leurs problèmes, pourquoi ça n'a pas bien marché et ce qu'ils ont fait pour répondre à leurs besoins, comment ils s'en sont sortis au final de cette situation. Il faut savoir que de très grands acteurs de l'IT ou non se sont fait piéger avec Kubernetes, comme Tesla par exemple, qui s'est fait hacker son cluster, tout simplement parce qu'ils avaient laissé le dashboard Kubernetes accessible au public. Voilà. Il était accessible via une IP publique. Les hackers ont réussi à récupérer un token pour s'y connecter et ils avaient la main ensuite sur tout le cluster. Au pire. Donc ce site, il recense un certain nombre d'exemples, comme celui que je viens de donner. Le deuxième, AKS Checklist, c'est un site web qui a été développé par un architecte de chez Microsoft et qui recense justement tous les points d'attention lorsque vous voulez utiliser Kubernetes dans Azure, ou non d'ailleurs, puisqu'il y a un certain nombre de points qui sont agnostiques au cloud provider. Donc là, vous aurez tous les éléments dont vous avez besoin pour sécuriser votre cluster au niveau infrastructure, assurer la résilience et sécuriser vos déploiements. Voilà. Toutes les bonnes pratiques sont recensées sur ce site, donc il est vraiment hyper intéressant. Voilà. Donc vous voyez que ici, ce que j'ai voulu représenter, c'est que le déploiement de cette solution est loin d'être anodine. Ça va demander des efforts au niveau app et au niveau infra. Donc, il est pour moi primordial d'avoir les bonnes compétences au sein de son SI pour mettre en œuvre ce genre de solution. Si on ne veut pas faire face à un certain nombre de déconvenus. Voilà. Alors maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que si quelque part vous n'avez pas les besoins que j'ai listés tout à l'heure, si vous n'avez pas réellement besoin de Kubernetes, eh bien ça peut être intéressant de regarder ce que les cloud providers ont à nous offrir comme solution alternative. Donc ici, on va se concentrer sur Azure. On va en voir deux, d'accord? Et je ferai le parallèle avec AWS également. Donc, si vous n'avez pas besoin de Kubernetes, vous avez besoin de déployer une application conteneurisée dans Azure. La première solution que je peux vous présenter, c'est les Azure Container Instance. Côté Amazon, c'est les ECS, Elastic Container Services. Voilà, c'est le même type d'offre. Donc, les Azure Container Instance, c'est le moyen le plus simple d'exécuter un conteneur Docker dans Azure. Une simple commande permet de déployer son image et de l'exécuter dans Azure. Voilà.
Donc, c'est une offre qui est intéressante puisque, comme je vous le disais, c'est hyper simple à utiliser. Voilà, vous faites un AZ Container Create, vous spécifiez le nom de votre conteneur, l'image de votre image Docker, d'accord? Vous lui précisez un nom DNS et votre conteneur est disponible au travers de cette URL et déployé en quelques secondes dans Azure. Voilà. C'est un service qui est intéressant, à mon sens, pour un besoin ponctuel, un traitement que vous allez déclencher, pourquoi pas de façon périodique, hein, un traitement automatisé pour effectuer certaines actions sur une base de données, par exemple, réaliser des traitements sur des tables, recalculer des index, pourquoi pas. Mais voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un besoin pour un traitement ponctuel. Ça n'a pas vocation pour moi à rester actif H24, 7/7. Pourquoi? Parce que quelque part, vous n'aurez pas de mécanisme pour garantir que votre application est hautement disponible. C'est-à-dire que si votre conteneur crash, il n'y aura pas de mécanisme pour le relancer, par exemple. Voilà. Le paiement de cette solution se fait à l'activité. Donc, lorsque le conteneur est déployé, lorsqu'il est actif, vous payez. Vous payez un prix à la seconde en fonction des ressources CPU et RAM qui sont consommées par votre conteneur. Voilà. C'est une solution qui est très basique, n'est pas le bon terme, mais une solution très simple. Donc, il ne faut pas, en parallèle de sa simplicité de déploiement et d'utilisation, il ne faut pas attendre de cette solution de voilà, gestion de la haute disponibilité, par exemple, de sécurisation du trafic avec SSL. Il ne faut pas non plus vouloir configurer une intégration Active Directory. Ce genre de choses ne sont pas possibles. Voilà. En contrepartie, c'est hyper simple à utiliser. Donc, je vous ai mis les différentes commandes pour déployer une application au travers de ce service. Donc, dans un premier temps, j'ai buildé mon image Docker. J'ai créé un groupe de ressources dans Azure avec la commande azgroup create. Mon groupe de ressources s'appelle RGDemo et est basé en France Centre. Je crée ensuite un composant qui s'appelle un container registry grâce à AZACR create. La container registry, c'est un composant qui permet de stocker vos images de conteneurs. C'est l'alternative à Docker Hub dans Azure. Je la base dans le même groupe de ressources et je l'ai nommé ACR CloudWest. Je dois ensuite push mon image dans ce container registry. D'accord? Donc pour ça, je dois faire un tag, puis un push de mon image au sein de la registry. Donc mon image, elle s'appelle App CloudWest 2021. Et ensuite, à partir de cette image, je vais tout simplement effectuer un AZ Container Create pour créer une instance de cette image Docker. Voilà. Donc, AZ Container Create, je dois lui préciser mon image, forcément, le DNS, ainsi que les informations de connexion à ma registry. Donc là, je vous les ai précisées en clair pour ne pas alourdir la commande. Bien sûr, dans un usage, on va dire, plus industriel, ce sera intéressant de sécuriser ces informations dans un Azure Key Vault. Voilà, un coffre-fort dans Azure. Et ensuite, votre application, elle sera tout simplement disponible au travers de l'adresse DNS qu'on retrouve ici en orange, auquel on va retrouver Du coup, ça pourrait être que mieux chez nous, vous avez déployé, et l'URL se termine systématiquement par un Azure Container.io. Votre application est déployée en 5 commandes. Voilà, c'est hyper simple. Je ne vois pas Thomas, moi. Vous le voyez? Moi, je le vois. Si vous voulez faire une montée de version, moi, je le vois pas. Il va falloir. Tu connais? Alors Thomas, c'est mon collègue. D'accord, ok. Supprimer cette instance et en recréer une autre. Ça marche. Ça va Thomas? Donc ça, c'est le premier service qui est somme toute assez simple et correspond vraiment à un besoin très spécifique de Moi,
J'entends pas. traitement automatisé. Second service, où là, vous allez voir qu'on est quelque part un petit peu plus proche de Kubernetes. On est quelque part entre le service précédent, le container instance, et le cluster Kubernetes. Donc, le service, c'est Azure App Service. C'est l'équivalent dans AWS de Elastic Beanstalk. D'accord? Et c'est un service qui permet de déployer une application web dans Azure. Voilà. Cette application que vous allez déployer, toujours sous forme de conteneur, là on parle toujours dans notre cas de conteneur, elle peut être basée sur différents runtime, donc vous pouvez développer en .NET, en Python, en Java, faire du Node, du web, vous pouvez déployer un vrai, entre guillemets, un vrai site web ou une web API, REST par exemple. Vous pouvez faire ce que vous voulez du moment que ça s'exécute sur le web. Cette app service, elle peut être liée à une exécution sur un système Linux ou Windows, ou, comme je disais, du conteneur. Donc ça, c'est une information que vous allez préciser à la création de la web app. Est-ce que vous voulez faire du Linux, du Windows ou du conteneur? Derrière, comme c'est un service managé, vous n'avez aucune notion de, par exemple, de la version de Windows qui est utilisée. Vous ne savez pas comment est configuré le service 2IS, par exemple, si vous faites du Windows. Si vous faites du Linux, vous ne savez pas si c'est un Ubuntu ou un CentOS. Je grossis les traits, mais en gros, c'est ça. Vous n'avez absolument aucune action possible sur le système sous-jacent. Voilà. Vous ne pourrez pas configurer l'OS, vous ne pourrez pas configurer le Tomcat, par exemple. Là, on est sur un service qui est beaucoup plus complet. Donc, on pourra très bien configurer une intégration avec Azure AD. On pourra configurer un nom de domaine custom pour son application. On pourra configurer du SSL, du TLS. Et un mécanisme très intéressant, pour moi, c'est la mise en place de slots permettant de faire du blue-green deployment. Le slot, ça va être une copie de votre web app, d'accord, qui va avoir une URL différente. Lorsque vous allez déployer votre application la première fois en production, eh bien, elle aura son URL de production. Et lorsque vous allez vouloir faire une montée de version, vous allez, dans un premier temps, déployer sur votre slot, d'accord, qui aura donc une URL à part entière, une URL différente de la production. Vous allez pouvoir faire vos tests de vérification du déploiement depuis cette URL, donc toujours isolé de la prod. Vous allez pouvoir également, si vous le souhaitez, rediriger progressivement le trafic utilisateur vers cette URL, d'accord? Donc ce sera transparent pour l'utilisateur, mais il sera en train d'utiliser un certain pourcentage la nouvelle application. Et lorsque vous avez fait tous vos tests, lorsque vous avez vérifié que tout est OK, vous pouvez faire ce qui s'appelle un swap entre vos slots, et en fait, votre déploiement sur le slot de pré-production va automatiquement se retrouver en production et inversement. Voilà. Vous avez fait une bascule entre vos deux environnements à la volée. Et ça se configure sur le portail Azure. C'est très facile à utiliser. Ça se configure sur le portail Azure ou au travers d'un outil de CI/CD comme Azure DevOps, par exemple, au hasard. Le pricing de cette solution, elle est liée à ce qu'on appelle un App Service plan. Le plan, vous allez devoir le choisir, on le verra juste après. Et en fait, ce plan est associé à un certain nombre de puissances CPU et de RAM qui vont être allouées à votre application web. Voilà. Après, le tarif sera forcément progressif en fonction de la puissance allouée. Donc, il y a des plans qui sont très peu chers, entre guillemets, voire même gratuits pour faire des tests. Et puis, lorsqu'on arrive sur des plans de production, là, forcément, on a un petit peu plus de garantie sur les ressources disponibles et on a des capacités supplémentaires de paramétrage au niveau
de l'app service. Dernière fonctionnalité que j'ai gardée pour la fin parce que c'est la plus intéressante, c'est la possibilité de configurer une scalabilité. Alors, la scalabilité, 2 points. La première, la scalabilité verticale, celle-là va être, on va dire, manuelle sur le portail Azure. Vous allez pouvoir changer de plan, tout simplement, et donc pouvoir rajouter des ressources en RAM et en CPU. Voilà. Au besoin, vous changez de plan et votre app service aura 2 fois plus de CPU, 2 fois plus de RAM si vous le demandez. Voilà. À ce moment-là, forcément, votre tarification va aussi basculer sur le nouveau plan. La scalabilité horizontale, là, vous allez pouvoir déployer plusieurs instances de votre app service. D'accord? Donc, basiquement, on va le voir tout à l'heure en démo, basiquement, vous avez une instance de votre application web. Vous allez pouvoir dire que vous en voulez 2, 3, jusqu'à maximum, suivant le type de plan, 30. Donc, maximum, vous pourrez avoir 30 instances de votre application web. Voilà. Et cette configuration, elle peut très bien être automatisée en fonction de métriques, d'accord, qui sont remontées par le service, et définir par exemple bien que au-delà de 70% de charge CPU, vous allez scaler. Et inversement pour le downscale si besoin. Voilà. Donc ça, c'est également hyper intéressant. Et c'est là qu'on voit qu'on est sur un service qui, par cet aspect scalabilité, peut se rapprocher d'un cluster Kubernetes. Comment ça se configure? Comment ça se déploie? Donc, dans un premier temps, comme je vous le disais, il faut créer le plan. Donc, ça se fait grâce à la commande az app service plan. D'accord? Donc, vous configurez un ressource group, toujours, et ici, le SKU, donc c'est le type de plan. Donc là, j'ai choisi un SKU basique, donc un B1, et là, je vais avoir un CPU, et il me semble que c'est 1,5 Go de RAM associé à mon app service. On verra tout à l'heure comment le faire évoluer. La création de l'app services en tant que tel, donc vous faites un az web app create, vous précisez toujours votre ressource group, le plan que vous voulez utiliser, le nom de votre web app, et ici j'ai précisé forcément le nom de l'image Docker que je souhaite utiliser. Voilà, donc je pointe toujours sur ma registry ACR CloudWest 2021. Alors, ce que je n'ai pas précisé, c'est que le plan que vous avez créé ici, vous pouvez le partager entre plusieurs app services. Et si vous utilisez deux applications avec le même plan, eh bien celles-ci vont se partager les ressources de votre plan, tout simplement. Alors là, mon déploiement, tel que je l'ai écrit ici, eh bien, ça ne va pas fonctionner. Et si vous avez bien suivi, ça ne va pas fonctionner puisque je n'ai pas précisé de méthode de connexion à ma registry. Puisque par défaut, les services Azure sont isolés les uns des autres. Donc, si je ne configure pas les accès qu'il faut, les autorisations qu'il faut pour qu'ils puissent communiquer, eh bien, ils ne pourront pas communiquer. Donc, ici, ce que je vous propose, c'est une façon un petit peu plus comment dire, sympa de voir les choses au travers de ce qui s'appelle une Manage Identity Azure. Donc, c'est ce composant, ça va vous permettre d'associer une identité managée à votre web app, d'accord? Et à cette Manage Identity, vous allez pouvoir ensuite lui associer des autorisations. Donc ici, je crée ma Web App Identity, d'accord? Donc ressource group, toujours le même. Je cible ma Web App, d'accord? Et ensuite, cette identité managée, eh bien, je vais lui associer le droit ACR pool, donc pour Azure Container Registry pool, donc ça veut dire l'autorisation de récupérer dans ma registry mon image Docker.
Voilà, donc c'est ce droit ACR Pool. Je le précise sur ma container registry et je l'associe à ma web app Manage Identity. Voilà. Donc, grâce à ce mécanisme, vous n'avez pas besoin de préciser, de sécuriser, de user ID et de mot de passe. Tout va se faire via votre identité manager, à laquelle vous allez associer des droits. Voilà. Donc, c'est une façon un petit peu plus sympa de configurer les autorisations dans Azure. La montée de version de votre application, ça va se faire via une commande AZ Web App config container set, où en fait, vous allez toujours cibler votre web app, votre ressource groupe, et puis ici, tout simplement préciser une nouvelle image Docker. Donc ici, j'ai créé une image App CloudWest 2021 en version 2, alors qu'avant, j'étais sur la V1. Et votre mise à jour va se faire automatiquement sur votre web app. Alors, je vais vous montrer dans Azure concrètement ce que l'on a déployé. Et je vais vous présenter un certain nombre de choses. Donc voilà, ici je suis dans mon ressource groupe, RGDemo. D'accord. Donc, dans un premier temps, on va retrouver mon container registry qui est ici, ACR CloudWest. Celui-ci possède un repository, d'accord, App CloudWest, avec la version de mon application. Donc ça, c'est mon image de conteneur. J'ai déployé, voilà, mon application, elle ressemble à ça, je l'ai déployée hier. Donc ici, c'est avec l'App Service, d'accord, et ici, c'est avec le container instance. CloudWest App, pardon. Donc vous voyez qu'au niveau applicatif, forcément, il n'y a absolument aucune différence sur ce que j'ai déployé, mais la différence va être au niveau du paramétrage de mon service. Donc si je regarde ma container instance, que j'ai sobrement nommé instance 1, j'ai des informations de monitoring. Voilà, c'est assez basique. Donc là, c'est des informations qui sont automatiquement remontées et agrégées par Azure Monitor. Et puis, ce que l'on voit ici dans le menu de gauche, c'est que j'ai finalement assez peu de configurations possibles. Voilà, quand même assez modeste. Voilà, donc, là, vous comprenez que c'est un service qui n'est pas forcément adapté à de la production, à de la disponibilité H24 7/7. Par contre, si on regarde au niveau de mon app service, qui est ici, d'accord, là, je vais avoir tout de suite beaucoup plus de possibilités et on va en détailler quelques-unes. Alors, je vais agrandir un petit peu pour que vous voyez mieux. Hop. Voilà, donc dans ce menu-ci, bon, on voit que j'ai ici les slots, on retrouve les slots ici que je vous ai présenté tout à l'heure. Et ce qui va m'intéresser, moi, donc voilà, le custom domain est ici, la configuration du TLS SSL, c'est là, et ce que l'on va voir ensemble, c'est le scaling. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai un plan B1, d'accord, et comme je vous le disais, je peux, à la volée, changer de plan. Voilà, donc là, je vais partir sur un plan P1 V2, vous voyez que la tarification ici change également, donc je suis passé d'un plan qui allait me coûter 10 € par mois à maintenant 70. Et si je peux descendre, on voit ici que ce plan, qui est donc un plan production ready, il va me permettre de configurer justement le custom domain SSL, l'autoscaling, ce que je n'avais pas avant, puisque j'avais choisi un plan basique. Voilà, ça me coûte beaucoup moins cher, mais forcément, en contrepartie, je peux faire beaucoup moins de choses. Donc maintenant, si je m'intéresse au scaling horizontal, ça va se passer ici. Vous voyez que j'ai la possibilité de faire un scaling manuel, ou tout simplement, je choisis d'ajouter des instances. Donc là, je peux en ajouter maximum 30. D'accord ? Donc,
Si je choisis 2, automatiquement, mon instance, elle va être dupliquée, voilà, sans que j'ai rien à faire d'autre derrière. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est l'autoscaling basé sur une métrique. Donc, Custom Autoscale, je vais choisir Scale Based on a Metric, d'accord. Instance limite, on va dire donc 2. Maximum 10 et par défaut 2. Voilà. Donc là, déjà, vous aurez un mécanisme de failover entre vos instances. C'est-à-dire que s'il y en a une qui n'est pas disponible, automatiquement, il va se baser, il va rediriger le flux vers la seconde instance. Donc il y a un load balancer qui est automatiquement configuré pour redistribuer le trafic réseau entre vos instances disponibles. Et maintenant, alors je ne sais pas si vous avez vu, mon menu est un peu masqué puisque j'ai augmenté la résolution, mais ici, je peux ajouter une règle, sous-entendu, une règle de scaling. Alors, ici, il me présente ma charge CPU nominale, voilà, donc je suis à 6,55% en moyenne, et là, je vais configurer une règle de scaling. Donc, si ma charge CPU est supérieure à 70%, pendant 10 minutes, sur une moyenne, je vais faire un increase, voilà, je vais ajouter une instance avec un cooldown de 5 minutes. Ça veut dire que une fois que l'instance aura été ajoutée, l'app service va patienter, entre guillemets, pendant 5 minutes avant potentiellement de redéclencher l'ajout d'une instance. Donc là, j'ai configuré un scale up. Il faut également que je configure un scale down pour que mon application puisse supprimer des instances si la charge CPU n'est plus aussi importante qu'avant. Donc là, je vais faire un less than, on va dire, 40%, pendant 10 minutes toujours. Et là, je vais faire un decrease count by 1. Et je sauvegarde. Voilà. Donc là, j'ai configuré un autoscaling sur mon app service. Elle va répondre en fonction de la charge CPU et ajouter automatiquement ou supprimer des instances en fonction du besoin. Voilà. C'est hyper simple à faire et c'est hyper intéressant au niveau résilience. Dernier point que je voulais vous montrer, le health check. Donc, vous avez la possibilité de configurer un health check. Donc, vous choisissez un chemin de votre site web ou de votre API pour garantir le fait qu'elle soit toujours disponible. D'accord? Et ça va permettre à l'app service automatiquement de supprimer et de relancer les instances de votre application qui sont indisponibles. Donc là, pareil, on a un mécanisme qui est assez semblable à ce que peut nous faire un cluster Kubernetes. Voilà, donc c'est également très intéressant. On parlait tout à l'heure d'intégration avec Azure Monitor. Donc Azure Monitor, ça comprend plusieurs composants. Vous avez le composant Metrics, d'accord, qui agrège automatiquement des données. D'accord, donc vous avez la possibilité de créer des graphiques basés sur ces données. D'accord, donc vous pourrez par exemple faire des schémas sur le trafic réseau, sur la charge CPU, la RAM. Second composant d'Azure Monitor, c'est les logs. Donc là, pareil, il est automatiquement branché à votre web app et va récupérer les logs de votre application que vous allez pouvoir requêter par la suite avec Log Analytics. Donc, vous allez écrire des requêtes dans un pseudo-langage LINQ pour ceux qui connaissent. Donc ça, on va dire que pour ceux qui ne connaissent pas, ça va ressembler à du SQL. Grosso modo, vous allez faire des selects sur des jeux de données et pouvoir récupérer, en fonction de critères, les logs qui vous intéressent.
Et dernier point d'Azure Monitor, la possibilité de configurer des alertes. Par exemple, si votre web app arrive à une charge CPU de 90%, par exemple, ça peut être intéressant de prévenir l'admin système. Voilà. Donc vous voyez ici, avec toutes ces possibilités, qu'on est sur un service qui est quand même bien plus riche que la container instance et qui peut être intéressant à utiliser si vous avez une application conteneurisée à déployer et que vous avez des besoins de scalabilité, de résilience. Voilà, c'est un produit qui répondra parfaitement à vos besoins. Hop, je reviens sur ma présentation pour la dernière slide, où je vous ai dressé en fait un tableau de conclusion de ce qu'on a vu ensemble. Donc, si on prend la solution la plus compliquée, la plus compliquée dans le sens déploiement, gestion, management, l'Azure Kubernetes Services, ses avantages, c'est que c'est une plateforme robuste, adaptable, modulaire, puisqu'on peut ajouter des composants au besoin, par exemple un service mesh avec Istio. Pour le monitoring, on peut très bien se baser sur un Prometheus, pourquoi pas. On peut déployer un ensemble de briques logicielles au sein de son cluster. Il y a une énorme communauté qui utilise cet outil et qui est disponible pour répondre à nos questions. Donc ça, c'est également un gros avantage. L'inconvénient, comme je disais, de Kubernetes, c'est que c'est compliqué à administrer, à manager, notamment sur les aspects les plus importants au niveau IT, c'est la sécurité et le réseau. Quand je dis sécurité, c'est au niveau authentification et autorisation, et au niveau réseau, ça va être des ouvertures de flux, le chiffrement des données, ce genre de choses. Une maturité DevOps est nécessaire. Alors pourquoi je précise ce point? Eh bien, ça va être pour justement le déploiement et la montée de version de vos applications. Si vous utilisez un cluster Kubernetes, on peut sous-entendre que vous avez beaucoup d'applications à déployer. Donc, ça peut être, c'est même indispensable d'avoir les bons outils au niveau CI/CD, que ce soit du GitHub Action, du Jenkins ou de l'Azure DevOps. Les usages d'un AKS, comme je disais, c'est de multiples applications conteneurisées et un besoin d'adaptabilité applicative. C'est-à-dire que des applications vont être déployées, vont être potentiellement à des échelles différentes en termes d'usage, en termes de technologie. Donc, si vous avez une mixité au niveau de vos applications, Kubernetes sera une bonne solution. L'App Service, c'est une solution PaaS complète, c'est-à-dire que vous avez l'intégration avec d'autres services Azure, vous pouvez configurer la scalabilité, la résilience, donc c'est hyper intéressant. Vous pouvez y intégrer tout ce qui va bien au niveau monitoring, au niveau authentification. Donc c'est un super produit, mais en revanche, il va être forcément lié à un déploiement, à une application. Voilà. Si vous avez une application conteneurisée à déployer dans Azure, utilisez un app service, puisqu'il vous permet la même chose qu'un cluster cube au niveau scalabilité et résilience, par exemple. Donc, les usages de l'app service, c'est vous avez besoin d'héberger une application conteneurisée, vous avez besoin de la faire tourner 7/7, 24/24. C'est un bon produit pour ça. Dernier composant, les containers instances. Comme je disais, c'est la solution la plus simple pour déployer un conteneur, c'est aussi la moins onéreuse. Par contre, c'est une solution qui ne vous permet pas de scaling, elle ne vous permet pas d'utiliser un Azure Active Directory, vous n'aurez pas de garantie de haute disponibilité sur votre conteneur. S'il crache, il ne sera pas relancé automatiquement, vous ne pourrez pas utiliser de SSL. Donc c'est un produit qui est intéressant pour un traitement ponctuel, une tâche automatisée par exemple, ou pour les développeurs qui veulent tester leur
leur application, leur développement dans un environnement Azure. Voilà, ça peut être intéressant pour ce type de besoin. Voilà, c'était ma dernière slide. Je vous remercie pour votre attention. Merci à Claude West de m'avoir invité. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas, soit par chat, soit par le micro, comme vous préférez. Merci Thomas. Avec plaisir. J'ai une question. Ouais. Dans les inconvénients de App Service, on peut citer du lock-in, j'imagine, puisque ce que tu vas faire, ça va être propre à Azure et il n'y aura pas trop de... Oui. Ok. Ah oui, complètement, ouais. Là, tu es vraiment t'es dans une solution PaaS, donc forcément, tu pourras pas la déployer ailleurs. Et j'avais une seconde question qui concernait en fait l'approche microservice avec App Service. Parce que là, on parlait de déploiement d'applicatifs, un conteneur, une application, mais en fait, est-ce qu'on peut tout à fait envisager un conteneur, un service? Est-ce que cette approche est envisageable et comment en fait? Avec les App Services? Oui. C'est-à-dire que si tu veux déployer du coup plusieurs applications, tu auras besoin de plusieurs App Services. D'accord. Là où un cluster te permet d'héberger plusieurs applications, là, si tu as une App Service, c'est pour une application web. Ouais. Je ne sais pas si ça répond du coup à ta question. Après, ça apporte une autre question, c'est est-ce qu'il y a la configuration de ces app services pour leur dire en fait qu'ils ont le droit de communiquer avec tel autre service Ça va se faire avec les application roles dont tu parlais, enfin avec les managed identity. Les sign roles, ouais, c'est ça. Ouais, complètement. Ouais, tu peux faire ça, ouais. Mais du coup, là, ce qu'il faut bien voir, c'est que tu vas avoir plusieurs app services qu'il va falloir configurer une à une, d'accord, pour la scalabilité, pour le monitoring, pour les autorisations avec d'autres services Azure. Voilà, il faudra que tu les gères toutes une par une. Tu n'auras pas un environnement unique comme un AKS, par exemple. Ok. Et peut-être question un peu provocatrice, c'est est-ce que ça serait envisageable de partir sur des Azure Functions? Enfin, moi, je le ferai pas, mais je suis vraiment intrigué sur la vision des autres personnes. Je mettrais un application gateway qui irait taper que sur des Azure Functions, et en fait, l'ensemble de ces Azure Functions représenterait mon applicatif. Tu peux, mais les Azure Functions avec des conteneurs, c'est possible, mais c'est quand même se prendre la tête pour pas grand-chose, à mon sens. Donc là, effectivement, on était dans l'approche application conteneurisée. J'ai volontairement omis de parler des Azure Functions puisque ça ne fait pas vraiment de sens. Enfin, ça n'a pas vraiment de sens, à moins d'avoir besoin d'une fonction qui va s'exécuter dans un environnement technique bien précis, d'où le fait que tu aies besoin d'un conteneur pour avoir tes dépendances X ou Y qui ne seront pas proposées par l'Azure Function, par exemple. Mais après, si tu n'as pas besoin de conteneur, les Azure Functions, c'est un très bon service. Hein. Ok. Je sais pas si ça répond vraiment à ton interrogation. J'attends pas une réponse franche, dans le sens où c'est plus une discussion en fait que je lance, mais du coup ça répond à ce que j'attendais. Après, là, pareil, on peut se poser la question de est-ce que ça a un intérêt de déployer N Azure Functions pour différentes API, par exemple. Ça va dépendre du volume de ton API, mais ça se discute par rapport à l'App Service où tu déploies ton API dans sa globalité et tu y accèdes avec ces différents endpoints. L'Azure Function, ça va être vraiment, comme son nom l'entend, une fonction, quoi. C'est-à-dire que tu l'appelles, elle rend un service et quelque part, c'est tout, quoi. Et en termes d'infrastructure as code, tout ce que tu as présenté,
Toi, tu es plus sur une approche ARM ou Terraform? Parce que je sais que le niveau de maturité, c'est pas forcément le même. Tu peux, les deux. Tu peux créer ton cluster AKS, ton app service ou tes containers instances avec Terraform ou ARM. Tu peux faire comme tu veux. Ouais. Moi, ce que j'apprécie avec ARM, c'est qu'on peut faire du click button avec le portail et ensuite exporter. C'est ça, ouais, tu configures sur le portail ton déploiement et tu l'exportes sous forme de template pour le réutiliser dans une chaîne d'industrialisation, par exemple. C'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est exactement ça. Et en plus, avec la notion de template spec derrière qui te permet de versionner. Après, c'est des questions de goût et de formalisme. Certains n'apprécient pas la façon d'écrire de l'ARM et préfèrent du Terraform. Ouais, je les rejoins. Un JSON versus du HCL, je pense qu'il n'y a pas match, mais il y a quand même un support, je trouve, intéressant de Microsoft vis-à-vis des ARM. Tout à fait. Merci. Merci à toi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Très bien. Bon, ben j'espère avoir répondu à vos attentes sur ce sujet d'hébergement de conteneurs dans Azure. Si d'autres questions vous viennent, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou même sur la conférence si vous me retrouvez, si vous retrouvez mon personnage.